Traduction sans filet, numéro 114. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un roman de 1983 qui vient d'être réédité chez Abaddon Éditions. En fait, c'est du print on demand et c'est bien sûr diffusé par Tirelivre Éditeur. Il s'agit du premier roman de Michel Dujardin, Blocos, publié donc en 1983 aux éditions Jeanne Lafitte et donc repris cette année. Il s'agit d'une histoire extrêmement troublante qui se résume finalement en quelques phrases. Blocos raconte l'histoire d'une jeune femme qui est artiste et qui a une liaison irrégulière, une relation, une histoire irrégulière avec un photographe reporter qui sillonne le monde en prenant des risques importants sur des sites de guerre. Et le début du roman se situe lorsque cet homme, ce photographe, rentre et après une nuit passée ensemble chez la jeune femme, elle décide de partir en fait. Elle part, on ne sait pas trop où, elle n'a pas l'air de savoir vraiment pourquoi elle s'en va, pourquoi elle part dans cette errance. Toujours est-il qu'elle finit par déboucher dans une station balnéaire probablement méditerranéenne. Il y a un certain nombre d'indices qui semblent démontrer cela. Et elle passe une nuit ou deux, je ne sais plus, dans un hôtel, dans l'errance la plus complète. Et elle va sur la plage, qui est déserte, elle marche et elle tombe sur un blocos. Et presque tout le roman va se passer en fait dans ce blocos, où elle commence par s'installer en déplaçant un certain nombre d'objets plus ou moins en mauvais état qui s'y trouvent. Et il se trouve qu'en fait ce blocos est occupé par un homme extrêmement taiseux, taciturne, qui revient, qui la bouscule à moitié, qui lui reproche de squatter en fait chez lui dans son blocos. Et il va se nouer entre cette femme et cet homme une relation assez curieuse, assez étrange, très à la fois distante et feutrée. Elle rentre progressivement dans sa confiance. Et à la fin du roman, elle va je vous parle de Blocos, un roman de Michel Dujardin. Devant le fronton à Cagnotte, il y a des tracteurs qui passent. Donc parfois, on ne va pas m'entendre. Donc, je ne suis pas le pro du son, comme on le sait déjà. Je ne vous raconte pas la fin, mais ça se termine également dans le blocos. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que cette histoire qui, dans sa structure, on va dire, c'est-à-dire dans la structure du texte, dans le personnage même, dans l'approche du personnage, a quelque chose de très, on va dire, durassien, pour aller vite. Dans le style, en revanche, il s'agit d'un style beaucoup plus complexe, beaucoup plus chatoyant, beaucoup plus apparemment en tout cas travaillé que celui de Duras. Dont je ne prétendrai pas qu'elle ne travaillait pas son écriture, c'est pas du tout ce que je cherche à dire. On est quand même dans une sorte d'opposé absolu du style de Duras, plutôt de l'ordre d'une influence peut-être de quelqu'un comme Julien Gracq par exemple. Et donc c'est du coup une écriture qui contribue beaucoup au caractère très marquant du roman. Et en le lisant, je me suis dit que improviser une traduction en plus vers l'anglais, pas dans ma langue maternelle, d'un tel roman ou de telle phrase serait certainement compliqué. Alors j'ai choisi une seule phrase, d'autant que j'ai déjà pris du temps pour présenter le roman, et vous conseiller, vous exhorter à l'acheter, à le lire, Blocos de Michel Dujardin. J'ai choisi une seule phrase pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. On va essayer d'improviser ça. Il était là, il s'agit donc du Blocos, il était là, cherchant ses mots, fouettant l'espace de sa main droite, de grands moulinets d'impuissance et d'énervement, maugréant, acculé, tapageur. Alors, il y a de très nombreuses difficultés à improviser sur une phrase comme celle-ci. C'est tout d'abord la structure de la phrase, c'est le rythme, c'est la complexité aussi du vocabulaire, qui fait que les moulinets d'impuissance et d'énervement, par exemple, moi je sais comment on traduirait éventuellement faire des moulinets avec les bras, c'est whirl around with your arms, par exemple, whirl, comme le tourbillon. Mais ici, en de grands moulinets d'impuissance, ça n'est pas extrêmement simple. Comme fouettant l'espace de sa main droite, je pense que je finirai par conserver la métaphore whipping the space around him,
mais je suis quand même sceptique sur le niveau de langue équivalent en anglais par rapport à la recherche lexicale de l'original. Et puis dans les 3 adjectifs qui clôturent par un rythme ternaire cette phrase, maugréant, acculé, tapageur, il y a déjà une première remarque à faire qui est que ce rythme ternaire est doublé par le choix d'adjectifs eux-mêmes trisyllabiques et que ça risque d'être très compliqué de conserver une même symétrie en anglais et probablement pas avec le rythme ternaire d'adjectifs trisyllabiques. Déjà tapageur et maugréant, je pense plutôt à des traductions en 2 syllabes là. Donc voilà, c'est pas forcément facile. Autre difficulté sur cette succession de 3 adjectifs, maugréant, acculé, tapageur, là où je vois à peu près comment traduire maugréant et tapageur de manière en fait quasi littérale, je ne suis pas sûr en fait, de comprendre le sens de acculé qui se situe sous un autre plan, sous le plan d'une passivité. Il est acculé à quoi? Il est acculé face à quoi? Il est acculé par qui? Il est rare qu'on emploie en fait acculé tout seul en français. Et donc le fait que cet adjectif soit placé là entre maugréant et tapageur, qui sont plus évidemment des actions, qui sont aussi des adjectifs tout à fait, on va dire, classiques, utilisés dans un sens presque conventionnel, acculé a pour but justement de rompre ce rythme et de rompre la monotonie éventuelle qu'aurait impliqué le rythme ternaire. Donc c'est un rythme ternaire extrêmement travaillé, extrêmement subtil. Donc ça montre aussi, j'ai choisi cette phrase pour vous donner une idée aussi de l'écriture, qui est une écriture vraiment extrêmement forte et très subtile. Bien, il était là, cherchant ses mots, he was standing there, fumbling for words peut-être, cherchant ses mots. Alors on pourrait dire groping, mais looking for. J'ai envie de traduire par fumbling, parce qu'en fait je pense qu'après j'ai déjà mon idée sur maugréant. Je pense que maugréant, je vais le traduire par grumbling, et donc fumbling, grumbling. On peut récupérer peut-être un peu de la poéticité qui sera perdue dans la traduction. He was standing there, fumbling for words, fouettant l'espace, whipping the space around him with his right hand, en de grands moulinets d'impuissance et d'énervement. Alors est-ce que l'on peut dire powerless and irritated whirls? Est-ce qu'on peut utiliser le terme whirls, parce que je sais qu'on peut utiliser le verbe whirl something around, mais ici, in big, powerless, irritated whirls, je ne suis pas très sûr, donc là je laisse vraiment un point d'interrogation sur cette traduction improvisée, sur ce passage-là. Maugréant, grumbling, alors j'ai pensé à grumbling pour maugréant, à rowdy pour tapageur, et pour acculé, je ne suis pas sûr, en fait, il y a sans doute une possibilité, alors grumbling, rowdy pour tapageur et acculé, soit effectivement on essaie de garder le côté abrupt, un peu décalé de l'utilisation d'acculé tout seul, et on peut éventuellement, du coup là encore, calquer, ou presque calquer, puisque être acculé quelqu'un à quelque chose, c'est to corner someone, c'est to be cornered, être acculé. On peut garder ce cornered qui nous donnerait donc grumbling, cornered, rowdy, qui est quand même curieux, je trouve, ici, enfin, qui paraît, je pense, nettement plus étrange en anglais que la suite de ces 3 adjectifs en français. Helpless peut-être, grumbling, helpless, rowdy, et peut-être grumbling, rowdy and helpless. Il me semble que dans la progression phonologique, rythmique en anglais, ce serait préférable. Grumbling, rowdy and helpless. Si on veut garder acculé son sens plus fort, il faudra traduire par cornered. La proposition de helpless peut être perçue comme une trahison, comme un affadissement, comme un affaiblissement. Voilà donc pour une phrase tirée de la page 114 de la nouvelle édition de Blockhaus, c'est dans le chapitre 8.